sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du Lotus. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission où nous allons plonger ensemble dans l'univers des mystères inexpliqués. Alors ce soir, nous allons explorer des histoires troublantes comme celle de célèbres bateaux fantômes, des disparitions inexplicables en mer, et nous tenterons de comprendre ce qui se cache derrière ces récits. Alors préparez-vous à nager en eau trouble, et je ne suis pas seule pour nager en eau trouble parce que je suis avec Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir Caroline et bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, donc à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Comme ça, vous pouvez poser vos questions en direct à notre invité. Et c'est beaucoup mieux comme ça, voilà. Alors, pour nous accompagner, nous avons le plaisir de recevoir un écrivain, conférencier, spécialiste des affaires inexpliquées. Il est bien connu pour ses enquêtes sur les énigmes non résolues, les phénomènes paranormaux qu'il explore à travers ses livres, comme Dossiers inexpliqués, Affaires étranges, et le dernier qui date de 2024, donc les bateaux fantômes, Bateaux fantômes, aux éditions Vagnon. Et nous accueillons avec plaisir Jocelyn Keller. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, et Bonsoir. merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec grand plaisir. Et on fait un petit coucou à Geoffrey Clostrio s'il nous écoute. Oui, c'est grâce à lui. Donc, voilà, coucou Geoffrey. le lien a été fait comme ça. Voilà. Alors, Geoffrey, j'allais dire, ça commence bien. Non, mais il est peut-être là en même temps, c'est pour ça, il vient en même temps. Voilà, vas-y. Voilà. Alors, pour son, les son auditeurs... fantôme va planer au-dessus de nous toute l'émission. Peut-être. Je pense que c'est pour ça, oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Tu te dis historien de l'étrange déjà. Oui. Qu'entends-tu par ce terme? Oui, c'est comme ça que je me présente, parce qu'il faut bien se positionner quelque part dans ce monde de l'étrange où tout le monde a des titres. Et ça me permet justement d'emblée de bien me placer, comme ça les gens ne se trompent pas sur qui je suis. Si je dis que je suis un historien de l'étrange, ça veut dire que je vais effectivement travailler sur des affaires comme le fera un historien. Donc je vais faire beaucoup de documentation, je vais faire beaucoup de recherches. C'est l'essentiel de mon travail, et après je vais essayer de restituer tout ça dans des livres, dans des conférences. Je vais un petit peu faire des synthèses, un peu le résultat de mes recherches dans tous les domaines du paranormal. Alors, en plus, je suis un généraliste, donc ça veut dire que je vais aborder le monde des esprits, par exemple, les fantômes, les poltergeists, les médiums, les ovnis, la cryptozoologie, voilà, toutes les créatures un peu étranges qui peuvent traîner ici ou là, les gens qui disparaissent, tout ce qui relève en fait de l'étrange, de l'insolite. Alors, j'évite le criminel, ça m'arrive de temps en temps, mais bon, je sais que Geoffrey aime le criminel plus que moi, par exemple. Moi, j'aime bien, à titre personnel, il y a certains faits divers qui me passionnent, mais je pense que voilà, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Il y a quelques affaires que je suis comme ça, mais globalement, je préfère tout ce qui est un peu, tout ce qui défie un peu la raison. Voilà. D'accord. Et ton attirance pour tous ces domaines te vient d'où, de quand? J'ai envie de dire depuis l'adolescence, voire l'enfance peut-être, les premiers romans, les premiers livres que j'ai lus. Alors je sais qu'il y a souvent des gens qui sont venus au paranormal parce qu'ils ont eu des expériences, quelque chose qu'ils n'ont pas Souvent, compris, c'est ils ont ça. vu un ovni, ils ont été dans une maison hantée, je ne sais. Voilà. C'est pas trop mon cas, j'ai toujours eu un intérêt pour ça, mais quand j'étais gamin, je lisais des bouquins de science-fiction. Enfin, j'ai tourné un peu vers l'imaginaire. Et après, c'est la curiosité en tant qu'adulte. C'est la pure curiosité pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière tous ces phénomènes. J'ai envie d'en savoir plus. Je trouve même ça incroyable que les gens se passionnent. Enfin, il y a des gens qui se passionnent, mais quand les gens se passionnent, c'est souvent avec des croyances préétablies. Moi, j'ai pas particulièrement de croyances, mais juste une grande curiosité, et j'essaye d'aller le plus loin possible pour débroussailler ces territoires et essayer de comprendre un petit peu
un petit peu de quoi il retourne. Je dis toujours dans les conférences, par exemple, il y a deux grandes questions que se pose l'homme, c'est y a-t-il une vie après la mort et sommes-nous seuls dans l'univers? Et ces deux grandes questions, par exemple, sont complètement tabous. C'est-à-dire que si vous allez dans un dîner où vous en discutez avec des gens qui ne sont pas forcément dans le paranormal, ils vont vous regarder d'un drôle d'air parce que ça les dérange, parce que ça leur fait peur, voire ça les fait rire. Hein. Voilà, on a un peu toutes les réactions. Et moi, moi, ça me dérange dans le sens où je pense que ce sont des questions qui sont aussi légitimes que d'autres. Souvent, ça leur fait, enfin, ça les fait rire parce que ça leur fait peur. C'est ça, exactement. On sent un trouble, de l'embarras. Et je le vois d'autant plus que quand on commence à discuter un peu plus, en discutant sérieusement, hein, voilà, sans partir dans des délires, on s'aperçoit que tout le monde est concerné et tout le monde est très intéressé par ces questions. Je pense qu'on a plus ou moins tous vécu des choses, que ça soit même des synchronicités ou des événements qu'on n'arrive pas encore à s'expliquer, bien sûr, sans être médium ou autre. Hein. Absolument. On n'en parle pas. Les croyants pensant que je suis sceptique parce que j'ai tendance à avoir un regard quand même très critique. Donc, mais on est plusieurs comme ça, à être entre les deux, à se poser beaucoup de questions et à surtout ne pas rien prendre pour argent comptant. C'est clair, c'est super important. Est-ce que, on en parlait en off, mais est-ce que tu trouves que la France, la Belgique se réveille quand même à ce niveau-là? Je ne sais pas si on peut parler de réveil. Il y a toujours eu un intérêt. Hein. Il y a toujours un intérêt. Alors nous, enfin côté français, on a toujours dit qu'on était le pays de Descartes, donc on est très cartésien. Donc ces sujets-là, bon, beaucoup de gens les écartent. Ils disent non mais c'est des balivernes, ça repose sur rien. Les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts. Moi je le vois parce que j'ai été beaucoup aux États-Unis et aussi un petit peu en Angleterre. Et on voit déjà une culture assez différente où finalement l'invisible, les choses inexpliquées, les trucs qui sont pas, on va dire, dans le cadre de la science connue, eh ben finalement on l'accepte et on se dit bon bah voilà, peut-être que ça existe et puis on essaye d'enquêter. Et moi j'aime bien cette démarche-là. Le côté on repousse tout en se disant non mais de toute façon c'est pas envisageable, ça me dérange un peu. Mais tu n'as pas l'impression que plus on cherche dans ce domaine et plus on a de questions? Ah oui. Alors, mais ça c'est une remarque qu'on se fait souvent entre nous, plusieurs. C'est en fait le paranormal, c'est pas des réponses, c'est des questions. C'est essentiellement des questions. Et effectivement, plus on se pose des questions, plus il y en a d'autres. C'est un peu comme les poupées russes. On lance une question et il y en a 10 qui viennent derrière. Ça, je suis absolument d'accord. Ouais. Alors, pour en arriver à ton livre, justement, le thème des bateaux fantômes, on n'entend pas souvent parler. Enfin, je crois qu'il n'y a pas énormément de livres sur le sujet. En tout cas, non. écrit à ta manière, à ta façon, je veux dire. En fait, j'ai fait une toute petite étude marketing avant de faire le livre. Je me suis aperçu que le dernier livre sur le sujet en France, en tout cas, avait été écrit il y a plus de 20 ans. Donc je me suis dit qu'il était peut-être le temps d'en écrire un nouveau, et puis avec mon approche, avec ma petite signature, avec mon regard à moi, parce que les livres précédents étaient des livres d'histoire, enfin écrits par des journalistes, mais avec effectivement des récits, mais c'était des compilations chronologiques, mais il n'y avait pas de questionnement sur les histoires elles-mêmes. On les prenait, on disait que c'était des légendes, que c'était des vraies histoires, mais sans vraiment les questionner. D'accord. Puis c'était pas du tout le côté paranormal du tout, quoi, qui était mis peut-être en question. Non, il y avait déjà le côté mystère. Oui. Dès qu'on dit navire fantôme, il y a mystère. Hein, déjà, c'est vrai. Ça va de soi. Mais et puis souvent c'était des histoires anciennes, c'est-à-dire des histoires qui dataient du 18e, du 16e, 17, 18e, etc. Et pas tellement des histoires modernes. Or, des bateaux fantômes modernes, il y en a. Et quand je dis moderne, hein, c'est dans les années 2000. Voilà, donc il y en a, et je pense que c'était intéressant de raconter ça aussi. Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, je rends grâce à mon éditrice. En fait, c'est les éditions Vagnon qui sont venus me chercher parce qu'ils avaient lu mes livres précédents et ils avaient bien aimé justement la manière dont j'approche ces histoires, et
Et c'est eux qui m'ont proposé, comme ils sont spécialisés dans les histoires de la mer, d'écrire un livre sur les bateaux fantômes. Donc je leur ai demandé une quinzaine de jours pour y réfléchir. Et puis après, quand j'ai vu qu'il y avait de la matière, j'ai dit allez, on y va. On embarque à bord. Alors, faut savoir que je suis un marin d'eau douce. Hein. Alors j'ai mon permis bateau, mais qui me permet juste d'aller sur les lacs et un petit peu au large des côtes. Donc je ne suis pas du tout, je suis pas du tout un marin au long cours. Et donc non, je dis ça parce que j'ai dû apprendre aussi, ou en tout cas me perfectionner dans le vocabulaire de la mer et des bateaux, où il y a Ah bah beaucoup de oui. termes techniques. Mais justement, comme il y a des histoires plus récentes dans ton livre, est-ce que tu as eu des témoignages de marins, en fait, actuels, je veux dire, hein? Alors j'ai lancé j'allais dire, on va employer sans mauvais jeu de mots, des bouées à la mer, enfin voilà, Oui. des appels. Non, non. Alors je connais j'ai quelques amis qui sont skippers ou marins, etc. J'ai été au salon du livre de Pleven aussi, qui est en Bretagne, où il y avait pas mal de gens qui sont liés à la mer. Et j'ai posé la question. Non, il y avait personne qui avait une vraie histoire à me raconter, et je Mhm. l'attends encore en fait. Je l'attends encore. Mais les bateaux fantômes, c'est pas si fréquent que ça non plus, donc je suis pas surpris. J'aurais été surpris si tout le monde me venait me raconter des histoires de bateaux. Voilà. Mais ou peut-être des expériences un peu hors normes. Je dis pas bateau fantôme, mais sur la mer, quoi, je veux dire. Ah, alors après, ça, si on sort des bateaux, oui, alors sur la mer, de toute façon, la mer, c'est 70% de la Bah planète. oui, oui, Alors, s'il y a du paranormal sur la Terre, il y en a forcément sur la mer. ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, on le sait, enfin, on a par exemple l'équivalent des ovnis qui s'appelle les OANI, hein, c'est objets aquatiques non identifiés. Mhm. On a il y a pas mal de choses très curieuses hein, sur les océans. C'est peut-être un deuxième livre, hein, parce que les éditions Vagnon étaient parties en me disant, après les bateaux, peut-être qu'on pourrait faire les mystères de la mer, les trésors, les, je sais pas quoi, les créatures, ou je ne sais. Voilà, on peut tout imaginer. Mais bon, là, je suis resté vraiment sur les bateaux. Il y avait déjà beaucoup à faire. Et l'idée, c'était en fait de faire une sélection d'histoires de bateaux fantômes et de les explorer, c'est-à-dire de rentrer plus en détail dedans et de faire des vérifications et essayer de savoir vraiment si l'histoire elle est vraie ou pas. Parce que c'est le paradoxe auquel je suis arrivé en faisant ce livre. Je me suis rendu compte que des histoires qui sont présentées comme des légendes eh ben, sont parfois vraies, il y a des fonds de vérité dedans, et à l'inverse, des histoires qui sont présentées comme totalement authentiques sont fausses. Donc, j'ai Mhm. eu des surprises. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir des témoignages de personnes, de marins ou quoi, qui restent très longtemps, ou des personnes en J'ai les sous-marin. témoignages des gens dans les histoires sur lesquelles je travaille. Après, si des gens m'écrivent, ils ont lu mon livre ou ça, le sujet leur Ouais. intéresse, ils ont des témoignages, je prends, bien sûr, je suis ultra preneur. Euh, Mhm. Peut-être pour une autre histoire, peut-être pour faire une conférence, peut-être. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, non, personne n'est venu me raconter d'histoire de Ah bateau bon, ils sont fantôme. frileux. Oui, ils osent pas trop, c'est pour ça peut-être. Peut-être, Ça se oui, peut. moi je pense qu'on est un petit peu, les bateaux fantômes, c'est un peu les ovnis de la mer, hein. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui ressemble à un ovni, vous n'allez pas forcément en parler à tout le monde, de peur du ridicule. Les bateaux fantômes, c'est voilà, j'imagine le marin qui rentre au port et qui va dire à tous ses copains au bar des pêcheurs, tu sais, moi j'ai vu un bateau fantôme là, Ouais, c'était bien, c'était bon l'alcool, quoi. ben on risque, ouais, on risque de se moquer de lui, hein, c'est sûr. Après, la plupart des histoires de bateaux fantômes viennent souvent quand même de récits marins, de légendes, Mhm. enfin de choses comme ça, hein. Donc, ils entretiennent quand même certaines histoires. Mhm. Et est-ce que, enfin, dans ton livre, on a beaucoup de légendes et d'histoires qui se passent aux États-Unis, en Australie, Un peu partout, ouais. Un peu. ouais, Ouais, mais franchement, les bateaux fantômes, il n'y a pas de nationalité. mhm. Euh, Moi, j'ai pas mal d'histoires, effectivement, qui sont. J'ai envie de dire, c'est un peu normal. C'est là où les côtes sont les plus longues, hein. Donc, Ouais, aussi, plus les ouais, côtes c'est sont longues, vrai. voilà. Donc, tu vas trouver des histoires de bateaux fantômes en Australie, tu vas trouver des histoires de bateaux fantômes au large de l'Afrique. En Amérique du Sud, il y en a aussi. Et puis surtout,
et surtout dans l'Atlantique, parce que ça m'a fait plaisir, parce que je suis normand quand même, tu as mis le bateau de Dieppe, alors là, j'aurais été déçu, sinon, franchement... Est-ce que tu connaissais cette oui, histoire? je connaissais, mais en fait, j'en avais... Mais ça fait très très longtemps, hein, j'étais vraiment très jeune quand j'en ai entendu parler, mais bon, les gens, ils savaient pas trop si ça existe ou pas, mais quand j'ai entendu ça dans ton livre, enfin, lu ça dans ton livre, La Goélette, La Rosalie, je dis, ah oui, ça m'a rappelé des souvenirs, quoi, voilà. Après, pour le coup, là, c'est vraiment une histoire qui est plus versée dans la légende que dans la réalité. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est plus le folklore. Voilà, c'est le folklore. Voilà, oui, mais t'as des gens qui y croient quand même, hein. Oui, oui, complètement. Oui. Il y a des gens qui, à la Toussaint, vont fermer les fenêtres parce qu'ils n'ont pas envie de voir le bateau. Hein. Voilà, pour expliquer aux auditeurs. S'il advenait qu'il apparaisse dans le port. Au cas où, quoi. Non, mais l'histoire est belle. Des fois, il y a des histoires comme ça de légendes qui sont belles. Et il me fallait aussi une histoire... j'ai pas trouvé énormément d'histoires de bateaux fantômes en France. Et donc, il m'en fallait quand même. Et celle-ci était plutôt jolie, donc je l'ai prise. Oui, moi, j'ai cherché en Belgique, j'en ai pas trouvé. Du coup. En même temps, il n'y a pas d'eau là-bas. Moi, je pense que les bateaux fantômes... Non, mais je rigole. Oui. Il y en a au large des côtes anglaises, c'est pas très loin. Ouais, Il y a des histoires, mais c'est vrai que par exemple en Méditerranée, j'en ai pas trouvé non plus. Et moi, je pense que les bateaux fantômes sont associés à des climats et plutôt aux océans qu'aux mers. Ah oui. Donc voilà, en gros, s'il faut qu'il y ait du brouillard, de la tempête, voilà, une météo assez fantasque. Si tu es sur quelque chose de plus calme comme la Méditerranée, enfin moi j'ai cherché, hein, je n'ai pas trouvé une seule histoire de bateau fantôme en Méditerranée. Alors tu sais, il y a déjà des questions sur le chat, enfin des remarques et des questions, si ça te va. Oui. Voilà. Ah bah bien sûr. Oui. Justement, ça relie ce qu'on dit. Donc une question de Marie. Est-ce qu'il existe des histoires mystérieuses sur les fleuves? Sur les fleuves, sans doute, oui. Alors, bon, je ne l'ai pas mis dans le livre là, mais j'avais trouvé une ou deux histoires. Il faut savoir que dans le livre, il y a 30 histoires et au départ, j'en avais une cinquantaine. Donc, j'ai dû en évacuer. Et il y avait un bateau fantôme sur le Mississippi, je crois, que j'ai un peu laissé tomber, que j'ai pas trop travaillé. Après, sur les fleuves, là, ça me vient pas comme ça en cherchant, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'histoire. J'ai une histoire de pont en tête. Le fameux pont aux chiens suicidaires qui est en Écosse. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais il n'y a pas vraiment, il y a juste un ruisseau en dessous, hein, il n'y a pas de fleuve. Je cherche quelque chose qui serait lié à des fleuves. Là, comme ça ne me vient pas, mais si ça me vient dans le cours de l'émission, on y reviendra. Mais... Alors, il y a Nadia qui demande, est-ce qu'il y a encore des histoires de bateaux fantômes aujourd'hui à part la flotte russe, mort de rire? Oui, alors il y a les fameux bateaux fantômes russes, mais ça pour le coup, c'est des bateaux fantômes, des bateaux qui voulaient surtout pas être repérés. Oui, on en a. En 2020, on a eu un gros bateau, le MV Alta, c'était un cargo de 77 mètres de long, qu'on a retrouvé échoué sur les côtes irlandaises, et en fait, on s'est aperçu qu'il avait dérivé dans l'océan Atlantique pendant 1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, ce gros bateau, 77 mètres de long, hein, c'est très, très long, était là, voilà, dans l'Atlantique Nord, tout le monde s'en fichait, personne ne savait où il était, et puis finalement, les Irlandais, malheureusement, un matin, l'ont trouvé échoué sur leur côte. Il y a des bateaux comme ça. Il y a quelques années, Ouest France avait fait un article dans lequel il disait qu'on estimait entre 12 et 15 le nombre de grands bateaux. Alors, quand je dis grands bateaux, c'est plus de 50 mètres de long. Qui sont en train de dériver avec personne à bord. C'est des vieux bateaux, des cargos abîmés, etc. Voilà, qui sont sur les mers en ce moment. On ne sait pas où ils sont, et ils sont très très dangereux parce que justement ils sont. Ouais, avec toute la technologie qu'il y a actuellement, on n'arrive pas à les repérer? Bah non, parce qu'on les cherche pas particulièrement. Y a pas, les mers sont pas non plus surveillées mètre par mètre en permanence. Après, les gros bateaux qui traversent les océans ont des radars, hein, les pétroliers, les paquebots, etc. ont des radars. Donc, s'il y a un autre bateau qui se présente, ils vont le voir sur le radar. Les petits bateaux, c'est plus compliqué. Moi, un bateau plus petit qui traverse l'Atlantique. C'est pas évident à voir. Je pense aux gens qui ont fait les courses, les courses au large en solitaire, etc. Il n'y a pas longtemps, qui vont très très vite en plus. Souvent, ils peuvent se retrouver nez à nez avec un bateau surgi de nulle part. Et alors c'est
c'est un bateau fantôme parce que voilà. Alors justement, excuse-moi, comme tu parles de bateau fantôme, c'est vrai que Nadia, elle pose une question, merci Nadia sur le chat, qu'est-ce qu'un bateau fantôme? Parce que c'est vrai qu'on est allé direct dans le vif du sujet et tout dans ton livre, mais on n'a même pas expliqué ce que c'est qu'un bateau fantôme. Merci alors, Nadia, vraiment. Non, c'est une bonne question. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est une très bonne question. Au tout début, le bateau fantôme, c'est un bateau qui a subi une malédiction. Une malédiction dans le sens où il a coulé, où son équipage a disparu dans des conditions très étranges, et donc il y a une malédiction qui s'est abattue sur le bateau, et après ce bateau est censé donc avoir un moment disparu, et puis il revient, c'est pour ça qu'on l'appelle bateau fantôme d'ailleurs, il revient de manière totalement inopinée, et alors, bon, dans des conditions qui sont souvent un petit peu comme dans Pirates des Caraïbes, on voit, il y a une aura un petit peu maléfique, là, un petit peu fantomatique autour du bateau. Souvent, il surgit du brouillard. Enfin, et puis quand il y a un équipage à bord, c'est des squelettes ou une sorte de morts-vivants. Enfin, bon, bref, voilà, on est un peu dans le film d'horreur. Et il y a toujours cette idée que l'équipage, enfin en tout cas ce bateau doit expier, enfin c'est pas le bateau qui doit expier, mais si un équipage il doit expier quelque chose, il a commis un crime, enfin il s'est passé quelque chose de très très négatif. Voilà. Ça c'était au départ, et puis après par extension, après on a donné le nom de bateau fantôme à tous les bateaux qui traînaient sur les océans, qui sont souvent abandonnés. Bon, voilà, ils sont abandonnés. Alors on sait parfois pourquoi ils sont abandonnés, hein, c'est pas des secrets, mais ils sont laissés comme ça, sans surveillance, et on perd leur contrôle. Moi, je raconte l'histoire du Béchimo. Le Béchimo, c'est un bateau qui était chargé dans le Grand Nord de ramasser des peaux de phoque et de ramasser plein de trucs comme ça. Et en fait, à un moment, il était bloqué dans les glaces. L'équipage est parti, est parti en se disant on récupérera le bateau plus tard. Ils sont revenus, le bateau, malheureusement, ça avait un peu dégelé. Il était parti, il a dérivé. Et en fait, il a dérivé pendant plus de 30 ans. C'est-à-dire que de temps en temps, on le voyait, voilà. Alors comme c'est pas des zones très habitées bien sûr, mais de temps en temps, des gens, les Esquimaux ou des gens qui passaient dans le coin, le voyaient passer. Et même au fil des années, ils se retrouvaient pris à nouveau dans les glaces, donc les gens pouvaient remonter dessus, faisaient des trucs, et puis après le bateau, paf, il repartait à la dérive. Voilà. Alors aujourd'hui, il a complètement disparu, mais pendant plus de 30 ans, le Béchimo, par exemple, on le voyait régulièrement. Donc c'est un vrai bateau fantôme. Il apparaissait comme ça de temps en temps, à la surprise générale. Et on n'est pas là, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de, il n'y a pas de malédiction. C'est juste, on sait ce qui lui est arrivé, mais c'est assez étonnant, quoi. Mais il y a des histoires que j'ai trouvées vraiment trop intrigantes, comme la Mairie Céleste, où t'expliques qu'il y avait vraiment tout était intact, mais il n'y avait plus personne à bord, quoi. Comme s'ils avaient été enlevés par des extraterrestres, on ne sait pas, en fin de compte. C'est une des théories. Hein. Bon, c'est la théorie la plus farfelue. Hein. Oui, la plus farfelue. Mais bon. Vu qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais quand même, le bateau était intact, c'est ça qui est bizarre, quoi, qu'il n'y ait personne. La Mairie Céleste, c'est le plus grand mystère maritime, en tout cas dans les bateaux fantômes modernes, pas contemporains, mais modernes, parce que ça s'est passé en 1872. C'est un bateau américain qui devait aller en Italie, à Gênes, et qui transportait de l'alcool. Alors, attention, pas de l'alcool à boire, de l'alcool, celui qui est, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on utilise pour nettoyer ou pour faire plein de choses, mais c'est voilà. Et donc il y avait le capitaine avec sa femme qui était là, de ses enfants d'ailleurs, et puis tout l'équipage. Et effectivement, c'est un autre bateau qui a retrouvé en décembre 1872. Ils ont vu la Mairie Céleste qui avait l'air de naviguer un peu n'importe comment au large des Açores. Ils sont allés à bord et il n'y avait plus personne. Donc le grand mystère est de savoir qu'est-ce qui a bien pu arriver à l'équipage. Il y avait quand même 25 personnes, hein, à peu près. Ah oui, quand même. Et plus personne sur les 25. Alors là. Ouais. Et absolument, voilà, plus personne. Le livre de bord, les indications qui étaient dans le livre de bord s'arrêtaient à peu près une semaine avant que le deuxième bateau découvre la Mairie Céleste. Donc, on peut imaginer que les gens ont disparu dans l'intervalle.
Mais on ne sait pas. Alors, il y a plein de théories. Dans une autre dimension, on ne sait pas. Puis alors, oui, alors, je sais pas. Non, mais il y a eu plein. Alors, avant d'aller dans le. Moi, dans le paranormal, en général, je commence par le rationnel, et puis si on peut pas expliquer par le rationnel, je passe à des théories un peu plus extraordinaires. Là, dans le cas de la Marie Céleste, il y a eu pas mal de. Alors, on a pensé à une tempête. On a pensé à un incendie à bord aussi qui aurait pu provoquer la fuite avec l'alcool. l'équipage. Oui, alors moi, une des théories que je trouve les plus solides, c'est la théorie effectivement que l'alcool, quelqu'un a dû avoir peur qu'il s'enflamme, il y a eu des fuites, ou je ne sais, et que donc quelqu'un s'est dit le bateau va exploser parce que c'était vraiment inflammable, et que tout le monde soit allé provisoirement sur une chaloupe en attendant, et que finalement le bateau n'a pas du tout explosé, mais que la chaloupe n'est pas revenue pour une raison qu'on ignore, soit que la mer était agitée, soit qu'ils se sont perdus, soit voilà, on ne sait pas. C'est une explication, mais on n'a jamais retrouvé la chaloupe non plus. Donc, mais tout était intact à l'intérieur. Ah oui, oui. Donc oui. C'est même pas un pillage. Non, ils n'ont pas été attaqués par qui que ce soit. De toute façon, en 1872, au large des Açores, il n'y avait pas trop de pirates. Mais bon, pourquoi pas, on peut toujours imaginer quelque chose de criminel. Il n'y a aucun signe. Alors, des gens avaient dit qu'ils avaient retrouvé des traces de sang, mais en fait, après coup, il y a eu une analyse et c'était de la peinture. Donc ça, le côté criminel ne marchait pas. Non, il n'y avait aucun indice qui montrait qu'il y aurait pu avoir quelque chose de répréhensible. Alors on a soupçonné le capitaine du deuxième navire, celui qui a retrouvé la Marie Céleste, d'avoir lui-même attaqué le bateau pour le récupérer, et donc d'avoir avec ses hommes d'équipage tué les gens de la Marie Céleste, et après ramener le bateau en disant on l'a trouvé comme ça, il n'y avait personne à bord. Mais bon, après il y a une enquête qui a montré que ça tenait pas debout et ça pouvait pas le faire. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'il y a toujours autant de personnes qui disparaissent en même temps, quoi, qu'on ne retrouve jamais. Oui, bah là, ça fait partie de ces disparitions un petit peu étranges. Enfin, en tout cas, la Marie Céleste est très étrange, hein, parce qu'il y a eu des romans, il y a eu des livres, il y a eu. Alors, ce qui était intéressant, moi, c'était de remonter vraiment aux premières déclarations, parce que c'est toujours le cas dans toutes ces histoires, hein, que ce soit les bateaux fantômes, les histoires de paranormal au sens large. C'est qu'avec le temps, toutes les histoires se déforment. Les gens rajoutent des détails. Il y a des couches et des couches et des couches de détails qui n'existent pas, qui sont rajoutés par des journalistes, par des gens qui reprennent les histoires. Et donc, il faut aller le plus près possible de l'événement. C'est ce que font tous les historiens, hein, aller le plus près de l'événement avec les gens, ce qu'on appelle les témoignages de première main. Soit les gens ont rencontré les gens à qui c'est arrivé, soit c'est carrément des gens à qui c'est arrivé, les témoins qui étaient là. C'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui vous raconte l'histoire 30 ans après. C'est sûr. Et dans le cas de la Marie Céleste, c'est le cas parce que on a des variantes, on a retrouvé le chat, et sur la table, il y avait le repas était servi, enfin n'importe quoi. Mais ça a été rajouté par des journalistes, parfois des dizaines d'années après. D'accord. Alors, il y a une question sur le chat de Stéphane, bonsoir Stéphane. Il dit, ces bateaux fantômes qui dérivent ne sont-ils pas pour la plupart des bateaux abandonnés? Oui, aujourd'hui, oui. Ils sont abandonnés pour mille et une raisons. L'armateur a fait faillite. Il y a eu un problème, et finalement le bateau il est trop cher à réparer, parce que aujourd'hui quand un bateau est abîmé, il faut le remorquer dans certains endroits spécialisés, soit pour le démanteler, soit juste pour le réparer. Ça coûte une fortune, et parfois les cargos sont tellement vieux que finalement l'armateur se dit je le laisse en pleine mer, je l'abandonne, ça me coûtera moins cher que de le ramener. C'est catastrophique, hein, de dire ça, hein, pour la pollution marine et pour plein de choses, mais c'est ça la vérité. C'est l'histoire d'argent, en fait. Ok. Alors, il faut savoir aussi que c'est un problème. Il y a un truc qui est important à savoir, c'est que la loi, les règlements internationaux obligent les pays à s'occuper des bateaux qui dérivent uniquement quand ces bateaux sont dans leurs eaux territoriales. Si les bateaux sont dans les eaux internationales, eh ben, tout le monde s'en fiche. Voilà. Tout le monde s'en fiche, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'intéresse personne. Personne n'est concerné parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a une intervention, c'est de l'argent.
Par contre, effectivement, si un bateau rentre dans les eaux nationales d'un pays, ce pays, normalement, est tenu par certaines lois d'agir pour faire cesser toute menace, tout risque sur la côte, les gens, les autres bateaux, etc. Ok, ok. Alors, il y a une question de Nadia. Donc, tsunami et cyclones sont-ils faiseurs de bateaux fantômes? Absolument. Alors, je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que, bon, il fallait que je fasse un choix, mais il y a un bateau japonais qu'on a retrouvé. Alors, où est-ce qu'on l'a retrouvé? Je ne veux pas dire de bêtises. On l'a retrouvé vers. Est-ce que c'est en Alaska? On va dire sur la côte américaine, mais alors j'avoue que je me rappelle plus si c'est Alaska ou peut-être côte canadienne, qui s'est retrouvé là et qui est un bateau qui a été en fait qui a subi le fameux tsunami de 2011, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Et donc il a traversé toute l'Atlantique. Et on a vu les images à la télé, hein, des bateaux qui étaient emportés, qui passaient sous les ponts, enfin qui étaient détruits. Bah, certains ont été entraînés en pleine mer et sont partis avec les courants. Il y a des courants ouest-est dans le Pacifique, et donc ils sont partis vers les côtes américaines, enfin d'Amérique du Nord. Ah ouais. Ouais, c'est tout à fait. Enfin, alors je suis désolé, j'ai pas le nom du bateau japonais en tête, mais non, mais ça doit être facile à rien. trouver. Non, mais ça doit être facile à trouver. Hein. Oui. On va le trouver. Et puis non, mais c'est pour répondre à la question. Merci Nadia. Oui, oui. Et sinon, il y a aussi le Hollandais volant, moi que j'ai trouvé super intéressant aussi. Je sais pas si on peut expliquer, c'est un navire condamné à errer. Il y a son équipage dedans aussi, par contre là. Alors ça, c'est la grande légende. C'est avant la Marie Céleste. Oui, c'est ça, c'est avant. Oui. Le grand mythe, oui. C'est le mythe fondateur, le mythe fondateur moderne. Hein. Oui. Parce qu'en fait, on sait pas très bien. Je mets plusieurs, enfin, il y a plusieurs hypothèses hein, que je mentionne dans le livre, mais on sait pas très bien d'où vient l'histoire. Il y a plusieurs théories, plusieurs versions. Mais globalement, c'est effectivement l'histoire d'un bateau. Alors le Hollandais volant, c'est à la fois le bateau et le capitaine. C'est-à-dire le bateau s'appelle comme ça, le capitaine aussi. Alors, souvent les gens me demandent, mais pourquoi c'est le Hollandais volant? Pourquoi volant? Ben, en fait, ça part d'une histoire, c'était un capitaine hollandais qui était très très bon et qui avait justement, il était tellement bon en tant que capitaine que quand il faisait des courses il allait d'un pays à l'autre avec son bateau, il allait 2 ou 3 fois plus vite que tout le monde. Et donc, d'où cette image du Hollandais qui vole sur l'eau, enfin, qui vole sur l'eau littéralement. Et donc, ce surnom de Hollandais volant. Alors, on dit, il y a une des histoires, mais il y a beaucoup de variantes. Hein. C'est ça qui est compliqué, c'est que trouver la bonne, c'est pratiquement impossible. Mais il y a une des variantes qui raconte que le Hollandais volant, un jour, justement, a décidé de braver la tempête. Alors, tout son équipage lui avait dit non, il faut pas y aller, c'est très dangereux, on va tous mourir. Et il lui a dit si, on y va quand même. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Il y a un fantôme qui est apparu sur le bateau, une sorte de spectre un peu, et le capitaine se serait battu avec ce spectre. Et bon, il aurait plus ou moins gagné, mais après, il aurait été maudit. Et d'où la grosse malédiction autour du Hollandais volant, parce qu'en fait, le bateau n'est jamais rentré. Et depuis, en fait, le Hollandais volant serait condamné à errer sur les mers pour l'éternité. Et la seule condition pour échapper à son destin, ça serait de trouver quelqu'un qui veuille bien le remplacer. Donc voilà. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez y aller. Alors, on le voit souvent, le Hollandais volant est quand même très très lié à l'Afrique du Sud. Enfin, en tout cas, à cette partie qui est entre le sud de l'océan Indien, le sud de l'océan Atlantique, le Cap de Bonne-Espérance, enfin tous ces endroits-là. Voilà. C'est surtout la légende est née dans ce coin-là. Alors, on dit que c'est une légende, et en même temps, il y avait le futur George V dans les années. Alors là, je suis désolé, hein, j'ai plus la date en tête. Parce que George V était roi dans les années 1930, mais donc il était plus jeune quand il était cadet. Il a fait son service dans la marine anglaise, et ils étaient au large de l'Australie avec son bateau. Alors, je crois que ça devait être fin du 19e. Un jour, ils ont croisé comme ça un bateau qui a surgi de nulle part, un 3-mâts qui venait, voilà, avec personne à bord, totalement fantomatique, et ils se sont tous dit, mais c'est pas possible, on a vu le Hollandais volant. Donc l'histoire était assez belle, elle était racontée. Et là, devant témoin, hein, il y avait tout le bateau l'a vu. Donc c'est pas juste une ou deux personnes, c'est vraiment tout le bateau. Donc
C'est Mais je crois que un dans témoignage, hein. ton... C'est un Mm, témoignage. oui. Dans ton livre, je pense que tu expliques le phénomène Fata, comment ça s'appelle? La Fata Morgana. Oui. Je sais pas si je l'explique, mais les Fata Morgana, oui, c'est en fait c'est une sorte de mirage. C'est un mirage sur l'eau. Mhm. Voilà. Donc il y en a régulièrement. Il suffit de taper le mot Fata Morgana sur Google et puis on voit des photos. C'est un phénomène qui est très connu, qui est pas du tout paranormal, qui est très stupéfiant parce qu'on peut voir sur la mer des villes, on peut voir des bateaux, mais en fait les bateaux on a l'impression qu'ils sont dans l'air en fait, voilà, qu'ils sont pas au niveau de l'eau, qu'ils sont un peu au-dessus. Et ça c'est une diffraction de l'image, hein. C'est comme les mirages qu'on voit. Et, Oui, oui. et c'est vrai que ça a été souvent l'objet d'erreurs. Enfin les gens ont dit ouais j'ai vu le bateau fantôme, en fait ils ont vu le Fata Morgana. Ça arrive. Mais Bah, allez voir, voilà, ceux qui nous écoutent, allez voir les photos de Fata Morgana sur Google ou Google Images, par exemple. Il y en a certaines qui sont très spectaculaires. ouais, si on associe le fait de la solitude quand même des personnes qui sont en mer, plus peut-être l'alcool pour certains, plus ces phénomènes-là, ben, on a vite une légende, hein, quelque part. Oui, alors, après, ce qui est intéressant, c'est quand les histoires, il y a beaucoup de témoins. Effectivement, Oui, quand aussi. c'est mais souvent dans les histoires de bateaux fantômes, comme c'est, on est en mer, donc ceux qui voient un bateau fantôme sont sur un autre bateau, ils sont jamais tout seuls. C'est très Mm. rare. Oui, Donc c'est en vrai. fait, c'est intéressant parce que c'est souvent vu par beaucoup de gens. Oui. Après, la plupart des bateaux fantômes sont vus de la Terre aussi, pas forcément en mer, hein. C'est souvent des bateaux qui sont censés revenir régulièrement, pas très loin de la côte. Et on arrive à avoir des clichés ou pas? Bah non, bah pas vraiment. Non. Non, bah non, non, non. Non, Mhm. non, et ça me permet d'ailleurs souvent comment dirais-je, de conclure que l'histoire n'est peut-être pas si vraie que ça, parce que parfois je me dis, alors j'ai oublié ce nom de bateau, je suis désolé, j'ai un petit trou de mémoire. Il y avait un bateau qui avait coulé, et en fait la légende disait qu'il revenait pratiquement tous les ans. Et je me dis, si effectivement ce bateau était revenu tous les ans, il y a bien quelqu'un qui à un moment aurait eu l'idée géniale de prendre une photo. Oui. Alors il n'y a pas de Bah, photo, c'est comme donc à Dieppe aussi. oui, mais Voilà. Dieppe c'est une histoire ancienne, mais bon, voilà, Ouais. là pour le coup, je pense qu'on est vraiment dans la légende, mais il y en a d'autres où c'est plus ambigu, quoi. Plus ambigu. Au cas où on aurait pu voir quand même enfin, quelque chose sur les photos, mais je dis pas le bateau évidemment, mais des défauts dans enfin, comme quand on essaie d'avoir un esprit avec un appareil photo, par exemple. Je sais Oui, pas si tu vois encore. ce que je veux dire, Oui, quoi. oui, non, non, je vois ce que tu veux dire, mais dans le Non, cas des rien bateaux du tout. fantômes, c'est quand même tellement rare que. Oui, oui. Alors souvent c'est la nuit, enfin c'est un peu comme les ovnis. Les ovnis, beaucoup de gens prennent des photos. Voilà, quand on regarde la photo, il n'y a rien à voir. Oui. Donc, mais là, j'ai pas vu beaucoup j'ai vu les photos des bateaux, de certains bateaux, parce que c'est des vrais bateaux. Donc, on avait des photos de ces bateaux avant qu'ils deviennent des bateaux fantômes, avant qu'ils disparaissent ou qu'il leur arrive quelque chose. Ça, j'en ai vu pas mal des photos. Ou alors des bateaux quand on les retrouve et que, par exemple, l'équipage a disparu. La Marie Céleste, il y a pas tellement de photos parce que l'histoire s'est passée en 1872. Les gens se baladaient pas trop sur les bateaux avec des appareils photo à l'époque. Mais dans les années 30, 40, 50, etc., au XXe siècle, on a des photos des bateaux quand on les retrouve, hein. Donc, alors après, le mystère est là. Voilà, le bateau est là. Et où Mhm. sont les gens? On ne sait pas. On sait pas. Puis après, il y a des histoires. Moi, j'aime bien raconter l'histoire du Lyubov Orlova parce que le Lyubov Orlova, on est dans le film d'horreur absolu. Enfin, on n'est pas dans le film d'horreur. On aurait pu être dans le film On aurait d'horreur. pu être dedans. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce bateau Mm. qui a été, comment dirais-je, qu'on a présenté comme étant un bateau sur lequel il y avait des rats cannibales. C'est un paquebot Ah russe. oui, oui. Alors le Lyubov Orlova existe bien. C'est pas du tout une invention. C'est un ancien paquebot de croisière russe qui avait été racheté par un armateur. Il avait battu pavillon des îles Cook. Et en fait, alors l'histoire est récente, hein, elle a une dizaine d'années, c'était en 2013. Et donc ce bateau avait été racheté par des Inuits
Et donc, il était au Canada, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et en fait, la compagnie, en fait, c'était une sorte de, comment on appelle ça, agence de voyage inuit qui utilisait ce bateau pour faire des tours dans le Grand Nord. Et ils ont fait faillite. Donc, le bateau est resté à quai à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et puis, au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils ont dit, bon, on va l'emmener à Saint-Domingue, parce qu'à Saint-Domingue, il y a un grand chantier de démolition qu'on peut démanteler. Donc, ils ont commencé par tirer le bateau. C'est un gros paquebot, hein, et il doit faire dans les 80 mètres de long, facile. Donc, ils ont tiré le paquebot. Il y a le câble a cassé une fois. Ils ont réussi comment dirais-je, à réparer le câble. Et puis le câble a recassé une deuxième fois. Et là, comme ils étaient en pleine mer, comme je disais tout à l'heure, là, ils étaient dans les eaux internationales. Et ben, ils ont dit bon, bah, tant pis, on va le laisser partir dans l'océan, dans l'Atlantique Nord. C'est hallucinant. Hein. Quand moi j'ai découvert ça, je me disais mais c'est criminel de faire ça. C'est totalement criminel. Donc voilà, on a un paquebot entier, sans équipage, sans feu de route, sans rien. À bord, il y avait une ou deux balises qui marchaient encore, mais pas très bien, qui part comme ça à la dérive dans l'Atlantique Nord. Donc on a plus ou moins entendu parler de lui pendant quelques mois. On le suivait, mais on ne suivait pas du tout à la trace. On le savait, voilà, comme ça. Un mois après que le câble est cassé, on sait qu'il y a une des balises de détresse qui s'est activée. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une rumeur qui a commencé à naître en Angleterre, et là on est en janvier 2014, donc on est à peu près un an après, disant que ce bateau était en mer et qu'il était infesté de rats cannibales et qu'il allait s'échouer sur les côtes britanniques. Alors dit comme ça, on se dit mais c'est complètement extravagant. J'ai retrouvé les articles de journaux. Effectivement, il y a eu une psychose en Angleterre. Alors ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais il y a eu une psychose en Angleterre début 2014 autour de ce paquebot. Tous les Anglais avaient très peur que ce bateau échoue sur les côtes avec ces rats là qui allaient se déverser sur la côte anglaise, se reproduire entre eux. Enfin bon, bref. Alors j'ai un peu cherché. Ouais, quand il y a une histoire aussi délirante que ça, je cherche un peu de savoir d'où elle vient. Ouais, parce que ça paraît quand même bizarre, quoi. Je sais pas, avec ces rats. Ouais, et alors, ça c'est pour Caroline. C'est un Belge qui est responsable de ça. Oh, super, c'est pas moi. Non, c'est un chasseur d'épave belge qui a, alors pour quelle raison, je l'ignore, par contre j'ai pas trouvé, mais qui a fait une déclaration à des tabloïds anglais en disant effectivement il y a ce bateau qui a disparu moi alors il dit je crois savoir, mais sur quelle base on ne sait pas, je crois savoir que effectivement il se dirige vers les côtes anglaises et qu'à son bord il y a comme il y a des rats forcément, depuis ils ont le temps. Ils n'ont pas trouvé de quoi manger, donc ils sont devenus cannibales. Voilà. Alors forcément, ça a été amplifié par la presse à sensation anglaise, qui a trouvé un sujet en or, et c'est devenu délirant, au point qu'il y a des émissions de télé, de radio, etc. Et en fait, le bateau, on l'a jamais vu. Le bateau n'est jamais arrivé, et on ne sait absolument pas où il est. Alors, on ne sait pas s'il a coulé, il a peut-être coulé quand les balises se sont activées un an auparavant, ou bien il est toujours quelque part là dans l'Atlantique Nord. En tout cas, personne ne l'a vu depuis 10 ans. Donc on pense qu'il a coulé, mais on n'en est pas sûr à 100%. En tout cas, il n'y a pas de rat cannibale ou quoi que ce soit. Mais l'histoire est géniale. Elle est très. Ça montre. Avec le mot rat cannibale, ça y est, c'est. Bah oui, déjà, c'est vrai. On voit tout de suite le film d'horreur. C'est ça. Oui. Le truc improbable. C'est bien pour toi, Caro, tout ça. C'est vrai. C'est bien. Oui, non, mais je me dis que c'est un Belge, mais on a eu, enfin, pas sur la mer évidemment, mais un Belge comme ça qui était coiffeur, je pense, et qui habitait à La Roche-en-Ardenne et puis qui avait mis un bête drap blanc sur lui et qui était monté dans le château de La Roche-en-Ardenne, me faire croire que le fantôme de, je ne sais plus comment elle s'appelle en fait, était revenu. Et depuis, en fait, tout le monde va à La Roche-en-Ardenne pour ça, pour voir ce fantôme, alors que c'est un coiffeur qui a été... Alors qu'il n'existe pas. Ah bah non, non, pas du tout. Ouais, mais ça, c'est assez courant, ça. C'est assez courant. Il y a une histoire comme ça et parfois, c'est pas ancien, c'est même récent. J'ai vu ça dans pas mal d'histoires. Je découvre que finalement. Ça part d'une blague. D'une blague, d'un canular. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on appelle ça des fake news. Hein, mais ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors, moi, je peux encore évoquer. Je raconte pas
voilà, je résume très vite, hein, parce que dans le livre, forcément, je consacre une dizaine de pages, un peu plus à chaque histoire, donc plus de choses à raconter. Mais il y a une autre histoire que, alors pour le coup, moi, je suis assez fier d'avoir pointé du doigt qu'elle était totalement fausse. C'est l'histoire de l'Ourang Medan. Parce que quand on va aujourd'hui sur Internet, qu'on tape Ourang Medan, il y a énormément de blogs ou sur les réseaux sociaux de gens qui vous racontent l'histoire comme étant parfaitement authentique. Et avec en plus des images qui font assez peur, parce que c'est l'histoire d'un bateau qu'on aurait retrouvé dérivant dans les eaux indonésiennes avec tout l'équipage mort. Alors pour le coup, l'équipage n'a pas disparu, il est bien là, mais tout le monde est mort et il y a tous les corps sont tordus avec les bras vers le ciel, dans un air, enfin comment dirais-je, une expression d'horreur sur le visage, un peu comme s'il s'était défendu face à un ennemi invisible. Donc l'image est très forte, ça fait très film d'horreur, et c'est raconté partout que voilà, ce cargo hollandais s'appelle l'Ourang Medan, c'était en 1947. Il y a un autre bateau qui est venu à son secours, qui s'appelle le Silver Star, qui a retrouvé tout l'équipage. Les marins qui sont montés à bord ont eu très peur, sont repartis sur leur bateau, mais ont voulu tirer l'Ourang Medan avec eux, sauf qu'il y a un incendie qui s'est déclenché, et l'Ourang Medan finalement a coulé sans qu'on puisse réaliser la moindre enquête ou la moindre autopsie sur les corps. Voilà, c'est l'histoire qui est racontée. Donc c'est vrai que c'est une super histoire de roman. Voilà, et cette histoire vraiment là en 2025, elle est toujours présentée comme vraie. Et en fait, en cherchant, alors déjà, il faut savoir que dans les années 48-49, il y a quand même un ou deux un journal ou deux, enfin je sais pas très bien, qui ont émis des doutes sur cette histoire en disant on vous la raconte, mais moi j'ai vu la fin des articles en disant on n'est pas sûr, on vous garantit pas que c'est vrai. Il y avait déjà des doutes à l'époque. En fait, il a fallu attendre, je crois que c'était les années 2000-2010, il y a une obscure bibliothécaire anglaise qui, en cherchant totalement autre chose dans sa bibliothèque, est tombée sur un article de journal où on parlait du naufrage de l'Ourang Medan en 1939. Là, alors je ne sais pas si elle connaissait bien l'histoire de l'Ourang Medan, mais là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comment un bateau qui a coulé en 47 peut avoir coulé en 1939, 8 ans avant? Voilà. Donc là, il y avait, voilà, ça sent déjà le truc qui ne va pas. Et en fait, moi, j'ai fait aussi des recherches et j'ai retrouvé dans les journaux français de l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 40-41, des journaux français qui parlaient du naufrage de l'Ourang Medan et qui racontaient tout ce que je viens de dire, avec le bateau qui retrouve tout l'équipage mort, etc. Mais en 1940-41. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas. Bon, alors je résume, hein, parce que on va pas, c'est un peu long de vous raconter, mais en fait, l'histoire. Puis après, les auditeurs, comme ça, ils pourront lire ton livre, c'est le plus important. Ils iront dans les détails et verront parce qu'il y a des rebondissements dans cette histoire, je peux pas tout raconter. Mais en fait, l'histoire, elle a été inventée par un Italien à la fin des années 30. Et cet Italien a vendu son histoire à certains journaux l'ont pris, notamment le journal qu'a trouvé la bibliothécaire anglaise, et puis les journaux français. Et après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, donc l'histoire est tombée dans l'oubli, et l'Italien a retenté sa chance avec cette histoire, donc en 1946-47, et là, ça a pris beaucoup mieux. C'est-à-dire que il y a certains journaux qui l'ont pris, qui n'ont pas vraiment vérifié, qui ont pris ça pour une histoire vraie. Et en fait, elle s'est propagée, et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est en 2025, et il y a encore des gens qui pensent que cette histoire est vraie. Alors que c'est une histoire invraisemblable, dans lequel, enfin, quand on vérifie, les dates sont pas bonnes, enfin, tout est faux dedans, et il n'y a rien qui tient la route. Mais bon, ça ne dérange personne, donc l'histoire est toujours vraie. Voilà. Donc, si vous entendez parler de l'Ourang Medan, c'est un canular. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat. Alors là, il y a ce qu'il faut. Là. Merci les amis, là, c'est bon, ça, c'est bien. Alors, il y a Corinne qui demande comment expliquer que des navires comme ceux-là laissent zéro trace. Alors, ceux-là, j'imagine qu'on parle des récents ou des... des récents. En fait, ils laissent zéro trace parce que, tout le monde s'en fiche, comme je le dis. Donc, en fait, ils ne sont pas surveillés.
Deux, ils n'ont plus de balises, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de feu de position, les radios sont coupées. Enfin, si tant est qu'il y a un petit peu de technologie à bord qui permettrait de les repérer, mais en fait, rien ne marche plus ou tout a été arrêté. Résultat, en fait, c'est là où ils deviennent fantômes, c'est-à-dire qu'en fait, ils dérivent, mais sans qu'on sache vraiment où ils vont, pardon, et puis et surtout, ils dérivent sans personne qui les contrôle. Donc ils suivent les courants. Donc voilà. Donc Hyper dangereux. les océans sont grands, hein. Enfin, quand Ouais. on voit qu'on peut, on peut faire un parallèle, même si c'est un peu bizarre, mais on peut faire le parallèle avec l'avion de la Malaysian Airlines, Ah le oui. MH370. Voilà, on se dit, mais comment c'est possible qu'un avion où il y avait 231 passagers disparaisse comme ça? Bah oui, si, c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai appris une chose en faisant l'enquête sur le MH370. Moi, je prends beaucoup l'avion, et notamment les longs courriers au-dessus des océans. Et ben, je ne savais pas, et je pense que beaucoup de gens ne savaient pas, c'est qu'en fait, on ne sait, comment dirais-je, les autorités au sol ne savent où est l'avion que grâce aux informations qu'envoie l'avion. Il n'y a pas un radar ou un satellite ou je ne sais quoi qui surveille l'avion. L'avion, on sait où il est parce qu'il envoie des informations. Il suffit que l'avion n'envoie plus d'informations, ce qui était le cas de MH370, on a coupé le transpondeur, on a coupé tous les moyens de communication, l'avion devient invisible. On ne sait plus où il est. Alors après, si, il peut être repéré s'il passe à côté d'un radar ou d'un truc, machin. Mais quand vous êtes au milieu d'un océan, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de radar. Donc, et les satellites, oui, ils surveillent, machin, mais les satellites, ils tournent autour de la Terre, ils ne surveillent pas un point précis. Il faut demander aux satellites d'aller regarder un endroit précis pour qu'ils vous disent ce qui s'y passe. Mais il n'y a pas de satellite qui a une vision Mais si on sait globale pas de où tout ce qui c'est, se voilà, passe. c'est ça, quoi. Forcément. Donc, Oui, oui. non, mais j'ai découvert ça. Moi, je pensais qu'à tout moment, quand j'étais dans mon avion pour les États-Unis ou pour l'Asie ou autre, que en fait, on savait où j'étais. Ben non. Alors ça va peut-être changer. Là, j'ai discuté avec des spécialistes de l'aéronautique qui m'ont dit, suite au problème au MH et puis à d'autres avions, ils sont en train de faire des avions. Mais tout ça est très long. Ça va pas. On modifie pas un avion comme ça en claquant des doigts. Donc c'est des années de trucs. Enfin voilà, c'est une anecdote, mais ça montre bien. Donc si franchement un avion comme un MH370 peut disparaître, des vieux bateaux qui sont pas surveillés et qui n'ont aucune technologie à bord, très facile pour eux de disparaître aussi. Ah oui. Mm. Ouais, c'est clair. Alors, il y a Marie qui demande, est-ce qu'il y a des phénomènes de fantômes ou de dames blanches en mer ou sur les côtes? Alors, j'imagine qu'il y a des histoires de fantômes sur certains bateaux. Ça, c'est sûr. Je sais qu'il y en avait. Alors, il y a un des bateaux qui est très connu, c'est le Queen Elizabeth II. Mais lui, il est amarré, je crois, aux États-Unis, donc il navigue plus. Mais il était réputé pour être hanté. Je suis allé à Annapolis aussi dans le Maryland et il y avait un bateau. Alors c'était un bateau de guerre américain qui avait participé à plusieurs batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'était un des seuls bateaux. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Vous pardonnez si je dis une bêtise, mais je crois que c'est un des seuls bateaux qui a été épargné à Pearl Harbor en 1941. Alors c'est pas un gros bateau, hein, c'était un petit bateau, et donc il a été ramené aux États-Unis après, et il y a beaucoup de gens qui disaient que bon, voilà, ils entendaient des bruits quand ils étaient dans la salle des moteurs, il y avait enfin des choses un peu étranges, un peu inexpliquées qui se passaient dans ce bateau. Et aujourd'hui, il a la réputation d'être entre guillemets hanté. Voilà. Alors les dames blanches, il doit avoir alors j'avoue que là je sais pas très bien, mais il doit sans doute avoir des légendes ou des histoires soit d'apparitions spectrales, soit sur les bateaux, soit sur les côtes, oui sans doute, mais j'avoue que j'ai pas d'histoire là qui me vienne en tête. Mais je suis sûr en cherchant, on doit pouvoir trouver. Alors, Corinne demande que pensez-vous du triangle des Bermudes? Ouais. Ouais. Alors, non, c'est une très bonne question parce que d'autant plus que mon éditrice, quand j'ai écrit le livre sur le bateau fantôme, m'a dit ah tu nous mets quand même un petit chapitre. Hein. En fait, il est au milieu du livre. Au milieu du livre, il y a une sorte de petit encadré avec un liseré noir là. Et ben c'est les 4-5 pages que j'ai écrites sur le triangle des Bermudes. Alors, que vous dire sur le triangle des Bermudes
il y a pas mal de choses à dire. La première chose, c'est que... Déjà, où il se situe déjà. Oui, alors c'est un triangle. Oui, alors c'est Oui. un triangle. C'est une bonne question, en fait. Il est dans l'Atlantique Nord et relie en gros les Bahamas avec la côte de Floride et le troisième, comment dire, pic, enfin troisième côté, je sais plus où ça va. Je sais pas si c'est pas, j'allais dire la Jamaïque, mais je crois que j'ai un doute sur le troisième. Enfin bon, bref, vous voyez où c'est Mhm. au large de la Floride. Alors c'est une zone dont on a toujours dit effectivement qu'il y avait un grand nombre de disparitions de bateaux, d'avions aussi. Alors on a certaines histoires très connues, et c'est ces histoires très connues qui ont fait en fait la célébrité du Triangle des Bermudes. Il faut savoir que l'appellation Triangle des Bermudes, elle a été inventée par un journaliste qui s'appelle David Gaddis, et il l'a inventée dans les années 1930-40, hein, donc c'est assez récent. Alors il y avait des disparitions et des naufrages de bateaux avant, bien sûr, il y en a toujours eu. Après, euh, quand on regarde attentivement les statistiques, il n'y a pas eu beaucoup plus de disparitions de bateaux, d'accidents de bateaux dans cette zone-là qu'ailleurs. Mais il y a eu certaines histoires assez spectaculaires. Quand l'escadrille, par exemple, de 1945, l'escadrille d'avions de chasse américains est partie, et puis il n'y en a aucun qui est revenu, et que l'avion qui est parti à leur recherche lui-même a disparu, n'est pas revenu non plus, c'est sûr que ça fait une histoire qui est très marquante. Et des histoires comme ça, il y en a plusieurs, effectivement, dans cette zone-là. Après, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est les assurances. Euh, les grandes compagnies d'assurance maritime considèrent que cette zone-là, là, qu'on appelle le triangle des Bermudes, n'est pas plus dangereuse que les autres. Voilà. Et moi, je me dis que si les grandes compagnies d'assurance, qui sont quand même les gens les plus prudents au monde, disent que c'est pas plus dangereux, c'est que ça ne l'est pas plus qu'ailleurs, et que l'image est un peu, voilà, sans doute un petit peu Ouais. dramatisée. Enfin voilà, il y a un peu de fiction autour de ça. Mais il y a un triangle de la mort au large du Japon, par exemple, qui est une sorte de triangle des Bermudes japonais, où il y a pas mal de bateaux, manifestement, qui disparaissent aussi. Enfin, il y a d'autres zones, hein, il n'y a pas que le triangle des Bermudes, d'autres endroits comme ça. Alors Mais c'est après, parce qu'il y a plus de transport oui, c'est ou des les zones conditions climatiques sont Alors, c'est différentes? des zones extrêmement fréquentées, où il y a beaucoup de passages, effectivement, de bateaux. Donc, plus il y a de bateaux, plus il y a statistiquement de chances qu'il y ait des naufrages. Et puis, c'est des zones des météos assez chaotiques. Voilà, donc il y a beaucoup des ouragans, enfin plutôt des cyclones et des choses comme ça. Donc, il y a ça. On a dit qu'il y avait peut-être des émanations de gaz type méthane ou autre dans ces zones-là qui venaient du fond de la mer, qui pouvaient modifier la densité de l'eau. Donc un bateau qui passe à cet endroit, ben forcément, si la densité de l'eau n'est pas la même, il coule. Et ce qui pourrait expliquer aussi pour les avions, parce que si ça va dans l'air, ça peut réduire la portance des avions. Bon, après tout ça, ça demande à être un peu prouvé, hein, bien sûr, c'est des spéculations. Enfin, il y a pas mal Puis d'explications autour après, de il y a ça. plein de choses paranormales aussi, encore une Oui, fois, et puis c'est alors ça après, aussi. bien sûr, il y a une bonne vieille couche de Ben oui, paranormal. oui, oui, c'est ça, quoi. Alors, ça va, on va dire, dans deux directions. La première, Mm. c'est l'autre dimension. C'est-à-dire qu'en fait, les bateaux Ah, ben disparaissent parce oui, qu'ils sont oui, partis dans une autre dimension. oui. Et puis, après, il y a la théorie et l'hypothèse extraterrestre, bien sûr. Ah, il y a ça Donc, aussi. voilà. Mais j'avais entendu aussi que c'est parce qu'il y aurait tellement de d'eau, enfin comme une espèce de grande vague, quoi, je sais pas, une telle un courant en fait qui fait que finalement bah, les bateaux couleraient, quoi. Je sais pas. Alors, il peut avoir le phénomène qui s'appelle le phénomène des vagues scélérates. Mhm. Ça existe. Alors, longtemps, on a cru que c'était une invention de marins. Il y avait des marins qui racontaient, oui, tout à coup, on était là, il y avait des vagues normales, puis tout à coup, il y a une vague qui faisait 15 mètres, 20 mètres de haut. Bon. On a prouvé, ça a été prouvé en fait que ça existait vraiment, mais il y a assez peu de temps, c'était prouvé je sais, avec une plateforme pétrolière où il y avait des instruments de mesure. Et effectivement, ils ont pu mesurer des vagues comme ça qui venaient de nulle part, enfin en tout cas qui n'étaient pas forcément prévisibles et qui étaient complètement disproportionnées par rapport à la vague d'avant et la vague d'après.
Et ces vagues-là, qui s'appellent donc des vagues scélérates, qui sont totalement très très dangereuses parce qu'on peut pas les. C'est un peu comme certains trous d'air en avion, enfin, dans certains endroits, il y a des turbulences très fortes, surtout par temps clair, et c'est impossible à repérer. Bah là, c'est pareil. Et donc, ça peut effectivement provoquer. Ouais, ça a dû expliquer sans doute quelques naufrages, c'est sûr. Et Mais pas tous, pas tous. au niveau des communications, au niveau des bateaux, est-ce que on voit qu'il y a plus de dysfonctionnement, je sais pas, au niveau électronique ou Bah, j'ai magnétique? pas, non, non, a priori, non. A priori, Non, j'ai ça pas n'a rien à entendu voir. d'histoire. C'est plutôt des bateaux qui disparaissent un peu comme ça, mais j'ai pas entendu de dysfonctionnement, d'histoire de dysfonctionnement, des règlements magnétiques, autre chose comme ça. Non. Ok. Mais là, ça fait un moment, enfin, il y a eu un moment vraiment dans les années 30, 40, 50, 60 où on parlait beaucoup du triangle des Bermudes. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup moins d'actualité. Enfin, alors de temps en temps, je vois passer j'ai des sources, puis de temps en temps, il y a un bateau qui disparaît. On dit ah bah vous vous rendez compte, c'était dans le triangle des Bermudes. Bon, il y a quand Ouais, même des accidents de bateaux qui arrivent un peu partout, hein. ouais, comme Cette ailleurs. zone n'y échappe pas. En plus, on est dans l'Atlantique Nord, hein, c'est un océan, donc c'est pas un endroit tranquille, c'est sûr. Alors, il y a Stéphane qui a mis une remarque par rapport à tout à l'heure. Il dit, oui, d'ailleurs, il y a des outils en ligne comme Flight Radar, le même genre pour les bateaux, pour les repérer à partir de leurs balises émettrices, mais sans balises, pas de repérage. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors, Flight Radar, je peux vous dire un truc. Alors, Flight Radar, c'est pour les avions. Mais après, je fais juste une petite parenthèse parce que je parlais du MH370 et j'avais justement dit, mais il y a Flight Radar. Sur Flight Radar, on peut suivre quand même un avion en permanence. Et là, j'ai des amis versés dans l'aéronautique, beaucoup plus, dans les radars, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus informés que moi, et qui m'ont dit, non, non, mais Flight Radar, ça extrapole. C'est-à-dire qu'en fait, l'avion envoie une information à un point A. On sait que de toute façon, pour rejoindre sa destination, il va passer un point B. On sait la vitesse à laquelle il va, etc. Donc on peut tracer un trait entre le A et le B. Et donc normalement, si tout va bien, il va arriver au point B. Voilà. Et donc Flight Radar fonctionne comme ça. Et après, par contre, quand l'avion fait demi-tour, ou Flight Radar va indiquer que. Mais c'est en fait, c'est Flight Radar trace des traits entre deux points. Voilà. Et alors oui, alors il y a il y a plusieurs applications et ça m'avait permis d'ailleurs de retrouver un bateau. C'est un bateau un peu curieux. J'en parle dans le livre. Celui qui est en Méditerranée, mais c'est pas. Enfin, c'est un bateau fantôme au sens où on ne sait pas à qui il appartient. On ne sait pas à quoi il sert. Il est extrêmement suspect. Donc, il avait été arrêté par la marine française, puis après relâché parce qu'il n'avait rien trouvé de suspect à bord, mais il était quand même. Il arrivait de Libye, puis il allait vers Marseille, donc c'était un peu bizarre. Et après, il a été à Malte. À Malte, il a été immobilisé. Puis une nuit, il y a des marins qui sont montés à bord et qui sont partis avec, littéralement. Et le bateau a disparu. Après, on ne sait pas où il est. Alors, avec le code et avec effectivement quelques informations, avec ces outils de tracking, moi, je l'ai retrouvé. Il était aux Philippines. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ce bateau fabrique aux Philippines? Alors, soit il a été racheté par quelqu'un, il est tellement vieux qu'il finit sa vie aux Philippines. Parce que je crois qu'aux Philippines, il y a des chantiers de démantèlement aussi. Soit c'est bon, voilà, c'est un mystère, un mystère. Bah, Mais Stéphane dit, pour les bateaux, c'est Marine Trafic ou ouais, radar24.net. bah c'est ça. Ouais, j'ai dû utiliser un de ceux-là. Alors j'avoue que je me rappelle plus les noms, mais j'en ai utilisé un de ceux-là. Et ça Steph, c'est pour les bravo, hein. bateaux récents, hein. Ah oui, oui. Vous n'allez pas chercher le Hollandais volant ou la Et Marie là, avec Céleste ça, sur non, ces outils-là. c'est pas possible, quoi. Non, 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 d'accord. Bon, voilà. Alors, Et il y encore, a... faut que ça soit renseigné par les propriétaires, enfin obligeant les gens qui soient le capitaine de bord, soit les propriétaires de l'armateur, parce que s'il y a moyen de pas le dire, quoi. Et puis un bateau, enfin les balises, elles peuvent se désactiver aussi sur un bateau. Ah oui. Surtout si le bateau a des activités un peu suspectes comme la contrebande, trafic d'armes, choses comme ça, la drogue. il y a ça aussi. Non, je voulais. Moi, il y a une histoire qui m'a. Enfin, ça m'a un peu interpellée. Alors, je sais pas le prononcer. C'est Caloche.
Ça s'écrit Ah, Caleutche. ça, c'est dans la mythologie chilienne. Oui, oui. Ouais. Ça, c'est un des tout premiers. Oui, parce qu'on parle toujours du Hollandais volant chez nous, mais les Chiliens ont leur propre bateau fantôme, mais qui appartient. Alors moi, je le raconte parce que je trouve que c'est une belle histoire. Et alors, pour le coup, c'est un bateau sur lequel enfin, les fantômes font la fête. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est sympa, je trouve, ils font la fête tout le temps, Oui. c'est bien ça. Ouais, ouais. Voilà. En fait, c'était un bateau à l'origine ou sur lequel les gens faisaient la fête, qui avait coulé, et puis et bon, Et il continue à il faire la fête. continue, Voilà. voilà, mais sous forme fantôme entre guillemets, Oui, il oui. continue à apparaître de temps en temps. Bon, là, on est dans la légende, hein, personne l'a vu Oui. en vrai, etc. Mais bon, Mhm. pourquoi pas. Mais ce que tu expliques, enfin les sorciers, les chamans, les brujos, c'est ça? Oui, Oui, ils existent en fait. ah oui, il y a Ah des oui, chamans ok. sur une île, enfin à côté, à l'endroit où on dit qu'on voit le plus souvent. Il y a des chamans qui eux, seraient capables d'entrer en contact. Alors, je ne sais pas Ah sous oui. quelle forme exactement, mais d'entrer en tout cas d'entrer en contact avec les fantômes sur le bateau. Ouais. Ouais. Donc Bon, bah, si c'est la fête, c'est la fête. bah, Vaut mieux voilà, ça c'est la que. fête. Alors ce bateau est un peu particulier pour le coup. Il ressemble un peu à celui du capitaine Nemo parce que non seulement il flotte, mais il peut aller sous l'eau. Enfin, il peut devenir un sous-marin. Enfin, il est assez spectaculaire. Hein. Ouais. Il y avait aussi cette histoire, mais plus récente, avec ces trois hommes qui ont disparu sur leur yacht. Ouais. Ça c'est le case 2. Ouais. Oui, enfin, ça m'a semblé bizarre aussi. J'ai Ah bah ça oublié c'est le là nom. pour le coup on n'est pas dans la légende là, on est dans Ah la non, vraie on est histoire. dans la réalité, oui. Ouais, on est dans la vraie histoire. Ça s'est passé, alors je cherchais la date, en 2007. En 2007, effectivement, c'est trois amis qui étaient sur un catamaran, et là, on est au large de l'Australie. Et on a retrouvé le catamaran en train de fonctionner avec le moteur allumé. Il dérivait, mais avec le moteur allumé. Alors, j'imagine sans doute à bas régime. Et les autorités donc sont montées à bord, et le moteur était en marche. Il y avait absolument plus personne. Les trois hommes avaient disparu. Et il y avait de la nourriture installée à table. Donc, pour le coup, ils étaient prêts à manger. Et on se demande que voilà. Et alors, c'était trois hommes qui avaient une cinquantaine d'années, qui longeaient les côtes de l'Australie et qui faisaient un long périple là pendant 2 mois pour se faire plaisir. Je crois que les trois étaient à la retraite. Ouais, s'ils avaient une cinquantaine d'années, ils étaient peut-être pas à la retraite. Ou alors ils faisaient une sorte de, je sais pas comment on appelle ça là. Ça va, des vacances prolongées. Mhm. Bon, enfin bref, et effectivement, il y a un mystère, oui, il y a un mystère. Et puis surtout qu'on a retrouvé à bord, alors ils n'ont pas été ni attaqués par qui que ce soit, puisqu'à bord on a retrouvé tout. Il y avait les montres, il y avait une caméra vidéo sur laquelle on les voit d'ailleurs les trois en train. Il y en a un qui pêche, l'autre qui prépare à manger, etc. Et puis on ne sait pas. Mhm. Ah, On sait pas, les ouais, familles n'ont jamais c'est su. eux, il y en a un qui filme et qui dit le ciel devient menaçant, c'est ça? Oui, alors on pensait à ça, mais en même temps, dans le coin, il y avait d'autres bateaux dans toute la zone, et les autres bateaux ont dit qu'il n'y avait pas eu de tempête, rien de particulier. Donc il y a beaucoup d'hypothèses, Mhm. mais les hypothèses, malheureusement, ne tiennent pas la route. Donc, là, c'est l'exemple type de dossier inexpliqué, où je passe en revue toutes les hypothèses, et en fait, il n'y en a aucune qui explique ce qui a pu se passer. Donc on se retrouve face à un mystère. Un mystère, on est bien obligé de... il y a sans doute un scénario, il y a sans doute une histoire, il y a quelque chose qui s'est passé, mais Ils ont voulu disparaître tous les trois. Tous les trois en même temps. ouais, mais ils avaient bah non, ça tient pas la route parce qu'ils Non. avaient de la famille, et puis franchement, il y avait une manière de disparaître plus facilement, quoi. Donc Oui, c'est vrai que. Mais, mais bon. Bon, bah. est-ce qu'un autre bateau est arrivé, ils sont montés à bord et sont partis. Après, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Hein. Mais bon, il y avait rien qui laissait, enfin, qui pouvait laisser penser qu'ils voulaient partir. Au contraire, ils passaient, eux, l'idée, c'était de faire une croisière à trois, trois mecs. Enfin, ils avaient emmené de la bière, ils étaient contents de faire ça. Enfin, c'est ce qu'ils aimaient faire. Bon, après, on a découvert qu'ils n'étaient pas, ce n'étaient pas des grands marins déjà, mais a priori, le bateau était en bon état. Il n'y a pas eu de, on n'a pas retrouvé le bateau abîmé. Hein. Donc, très bizarre. Mhm. Bon, ça reste paranormal jusqu'au moment où on aura
Non, là je le classe dans Non. paranormal, je sais pas, mais c'est étrange. En tout cas, là, on est vraiment dans le cas d'une disparition très étrange et inexpliquée. Mhm. Ouais, c'est clair. Alors, il y a une question de Nadia. Pourquoi a-t-il fallu se perfectionner en vocabulaire maritime? Ah, parce que parfois dans les récits, il y a il y a des termes du vocabulaire qui est employé et bon, il y a des termes que je connaissais pas. Alors j'en ai pas là comme ça, j'ai pas d'exemple à donner comme ça, mais il y avait des termes sur les voiles, sur les mâts, sur des accessoires à bord des bateaux, surtout les bateaux anciens. C'est des termes assez vieux qu'on n'utilise plus. Et bon, voilà, pour être juste, hein, pour bien comprendre ce qui s'est passé, quand on dit par exemple que quelqu'un a fait quelque chose en prenant ça, il avait ça ou on a retrouvé ça, faut que je comprenne ce Ouais, qu'il y a bien sûr. derrière ce ça. Voilà. Mhm. Bah, c'est Donc, sûr. ouais, non. Non, puis on est plus à l'aise quand on. Après, on fait sa culture maritime en avançant, en se documentant. C'est clair. Alors, il y a une question de Corinne. Peut-on parler des hallucinations en mer, la privation de sommeil, Mmh. l'isolement, etc. Ah oui, oui, complètement. Ça, alors là, tous les navigateurs, surtout les navigateurs solitaires, ont tous raconté des histoires lors de leur traversée, des choses très bizarres. Ça a commencé il y a longtemps, hein, les histoires de sirènes et autres apparitions Oui. bizarroïdes que racontaient. C'était les marins de Christophe Colomb qui racontaient déjà ça. Et après, il y a énormément de navigateurs. Quand on est en mer, surtout tout seul, on dort très peu. Donc forcément, au bout d'un moment, on commence à délirer, enfin C'est délirer ce que ou j'allais dire. halluciner. On peut avoir des hallucinations aussi, oui, voilà Ouais, quoi. ouais, ouais. De fatigue, des hallucinations de fatigue. Oui, c'est ça. On peut aussi prendre justement pour pas s'endormir, on prend des trucs un peu bizarres, ou des médicaments, ou des excitants, je ne sais quoi, et ça accroît les hallucinations. Oui, oui. Puis après, il peut y avoir des maladies. Je crois que le scorbut. Alors bon, aujourd'hui, le scorbut, il paraît que ça revient. Là, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, on disait que ça revient. Bon. Mais scorbut, quand même, qui est en fait le fait de ne pas avoir assez de vitamine C. Hein. Il suffit de manger du citron ou des oranges et ça va, on est presque guéri. Mais sur les bateaux, là, surtout les bateaux au 18e, 17 et 18e, qui traversaient les grands océans et qui restaient des semaines et des semaines sans produits frais, les marins étaient touchés par le scorbut et il y en avait certains qui devenaient un peu fous. Bah, et Oui, puis ça, toujours voir le même paysage. Enfin, je veux dire, on est sur l'eau, on voit toujours la même oui, chose. oui, oui. Ça Après, il y a des ça gens, doit voilà, créer même si on est des... marin aguerri, il y a des gens qui, Ouais, au bout d'un moment, perdent tout ouais, tout sens de réalité, en le fait. sens des réalités, mais aussi le sens comment on appelle ça, d'orientation. Ouais, ouais, aussi. Ouais. Là, on n'a plus les pieds sur terre sur ce coup-là. Non, non, ça, Mm. c'est, bah, d'où l'expression avoir le pied marin, ouais, Ouais, oui, Ah c'est ouais, sûr. ça c'est sûr. c'est sûr. Bah, là, on a vu là, les gens qui arrivent dans les grandes courses, qui ont passé des semaines tout seuls sur leur bateau, quand Oui, ils mettent le pied à terre sur les quais, oui, ils marchent de manière un peu bizarre. ouais, c'est clair. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jocelyn. Peut-être parler de tes Euh, futurs Oui, projets. c'est ce que j'allais dire. ouais, Si tu as des bah, projets, voilà. bah là, j'ai commencé un nouveau livre sur un vaste sujet qui est la mort. Donc, alors la Mhm. mort, on peut dire beaucoup de choses hein, sur la mort, mais là, ça va être bien sûr la mort et tous les phénomènes paranormaux autour de la mort. Ouais, je pense que en tout cas au début, enfin, c'est une idée que j'ai eue comme ça. D'abord parce qu'à titre personnel, moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a énormément de choses très étranges. Notamment, il y a le phénomène de la mort, bien sûr, qui est étrange. Voilà, où il y a un mystère absolu, mais tout autour, il y a plein d'autres phénomènes. Ça, les expériences de mort imminente, la médiumnité, enfin les gens les prémonitions, les rêves prémonitoires de mort. Oui. Euh, Ah bah, ça va encore être un super bouquin. Alors là, bravo, ça va être bien. là, je suis en train d'écrire le chapitre sur les combustions spontanées. Ah, Ah, c'est d'accord. intéressant. Ah, Bah c'est oui, bien ça ça, touche à oui. la mort. Hein. C'est une Ah forme bah de mort oui, oui, oui. assez horrible et totalement inexpliquée. Enfin, il y a des hypothèses, mais ça reste quand même très Mhm. mal connu. Et Oui. j'ai découvert des trucs incroyables. Bon, je ne vais pas tout Ah révéler, bah, j'espère mais que tu l'enverras, qu'on en oui, parle, ce serait bien sûr. sympa. Ah bah là, Mm. je pense que ça va alimenter les conversations parce que Ah bah c'est sûr, ça, oui, il y a- par il y a contre, oui, beaucoup. oui. Après, il y a tout ce qui relève, bien sûr. Après,
la réincarnation, le contact avec les défunts, les voix. Voilà, t'as de quoi faire, hein, par contre, avec tout ça, là, c'est bon, là, ça, c'est sûr. Ouais, je sais, en fait, je savais pas où j'ai mis les pieds. Ça. Ouais, je crois. J'étais parti pour écrire un livre, un petit livre, en fait. Ah non, là, ça va être un gros bouquin, à mon avis, si tu parles de tout ça. Oui. Ah oui, c'est ça, quoi. Mais bon, c'est bien, tant mieux. Ouais. Oui. Non, en tout cas, le sujet est passionnant. Ouais, et bon, il y a des thèmes dans le livre que je connais bien sûr, et puis d'autres un peu moins. Tu découvres. Je découvre qui sont assez hallucinantes. Mais oui. Je vais faire une toute petite parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé un témoignage sur mail. D'accord. Donc, Maria, elle dit pour l'émission avec Jocelyn, je confirme que ma sœur et moi avons vu un bateau fantôme il y a de cela 40 ans au Portugal sur la plage de Setúbal. Je ne sais pas si je prononce bien. Setúbal, ouais. Je vois où c'est. Il y avait un nuage au-dessus du bateau. Nous étions surprises de le voir si proche de la plage. Il ressemblait à un bateau de guerre américain. Il n'avait pas sa place sur cette plage. De plus, on a vécu, ma sœur et moi, un événement incroyable. Sur cette plage, ma sœur, mon beau-frère et mon frère avaient disparu. C'était dématérialisé, invisible. Je m'explique, j'étais partie au WC et à mon retour, il n'était plus là, ni les sacs. L'endroit était vide. Je suis retournée à la voiture, mais personne. Je suis retournée à la plage, toujours personne. Retournée les chercher dans les bars de plage, douche, etc., personne. Puis tout à coup, ils sont réapparus venant à ma recherche. Ils m'ont confirmé ne pas avoir bougé. Puis en regardant la mer, ma sœur et moi avons vu ce bateau. On s'est regardé car très surprise. Regardez de nouveau la mer et le bateau avait disparu. Cette histoire est réelle, nous étions 5 personnes et ce n'est pas une hallucination collective. Voilà mon témoignage, merci. Merci Maria. Ouais, merci beaucoup, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dans le témoignage. Ouais. Au départ, ça m'a fait penser à ce qu'on appelle les time slips, les glissements temporels. J'ai quelques histoires, pas beaucoup, hein, je les recherche parce que j'aime bien le sujet. Des gens qui vont à un endroit, puis tout à coup, ils se disent, mais je suis à cet endroit, mais cet endroit n'est pas l'endroit de mon présent. Donc j'ai pensé à ça au début de l'histoire, parce que elle voit peut-être un bateau qui était là, mais 30 ou 50 ou 100 ans avant. Ouais. Alors après, bon, il faudrait repasser en vue tout le témoignage en détail et voir la chronologie, qu'est-ce qui s'est passé, les choses les unes après les autres, pour essayer de bien comprendre, parce que ça soulève beaucoup de questions, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Quand par exemple la famille ou tous les amis avaient disparu, quand le témoin a été voir dans les bars, est-ce que les bars étaient les mêmes? Est-ce que il y avait que la famille qui avait disparu, ou d'autres choses avaient changé aussi? Ouais, c'est fou, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu là. Oui, c'est pour ça que. Mais tu peux lui donner mon mail, hein, si elle veut échanger avec moi, il n'y a pas de souci. C'est le genre de témoignage qui m'intéresse. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour vraiment tout ce que tu nous as expliqué. Et puis ton livre, bien sûr, à lire pour les auditeurs, Bateau fantôme. C'est vrai qu'il y avait 30 témoignages quand même, c'est pas mal. Enfin, franchement, c'est très bien. Oui, j'aurais pu en mettre plus, mais bon, après, Non, mais il y a toujours un éditeur qui à un moment dit stop. Oui, c'est ça, quoi. Ouais. Non, il dit trentaine, c'est bien, c'est déjà pas mal. Oui. Non, mais il y a de quoi lire. Ah voilà, oui. Largement. Puis merci beaucoup pour cette émission avec nous. Avec grand plaisir. Merci de votre invitation. Et puis voilà, bienvenue quand tu veux. C'est avec plaisir. Pour le prochain livre. Voilà, exactement, le prochain livre. Il devrait sortir, si tout va bien et que je ne traîne pas trop en route, il devrait sortir en septembre prochain. Ah oui, ça va, c'est bien. D'accord. Bon, bien, merci à tous d'avoir été là sur le chat aussi. Bonne suite de soirée à tout le monde. Merci, voilà. À bientôt. Bonne nuit. Au revoir. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.